Ce soir sur les ondes, c'est un date avec Kate. Psst, avant de commencer ce nouvel épisode, j'aimerais t'inviter dans mon univers. J'ai créé un espace unique où tu trouveras un soutien juste pour toi, du contenu toujours plus lumineux et bien plus encore. Alors si tu es curieux, retrouve-moi sur cindy-kate.com. À très vite et bon épisode. Hello mes auditeurs chéris, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous avez écouté Culture Pub juste avant, mais merci à Raphaël pour cette super émission. Nous, on se retrouve, donc ça fait 15 jours que vous ne m'avez pas entendu sur les ondes. C'était long, punaise. Donc je ne regrette pas de ne pas être venue la semaine dernière parce que c'était les vacances et comme je vous avais dit, j'en ai profité pour rester avec ma fille. Mais là, déjà que j'ai toujours plein de trucs à vous dire, je vous laisse imaginer quand ça fait 15 jours, mais il s'est passé tellement de choses dans ma vie. Vous êtes pas prêts? Vous êtes pas prêts? Donc j'ai pris des notes pour une fois. Parce que quand c'est trop long comme ça, si je loupe des séances, j'ai déjà remarqué que derrière, en fait, j'oublie de vous raconter des choses. Ou alors quand ça se passe à la suite de l'enregistrement de l'émission, le jeudi par exemple, j'ai tendance un peu à zapper. Donc j'ai noté des trucs, mais c'est pas du tout dans l'ordre parce que j'ai fait des premières prises de conscience. Et puis ensuite, il y a eu d'autres trucs. Et puis après, hop, ça c'est revenu, ce sujet-là. Donc je vais essayer de vous exposer tout ça, on va dire le mieux possible, le plus organisé possible. Après, vous savez maintenant comment je fonctionne, ça pétille, ça part dans tous les sens, il n'y a aucune logique parfois, mais on arrive à suivre à peu près ce que je raconte, même s'il y a des trucs qui arrivent comme un cheveu sous la soupe, comme on dit. Sous la soupe? Non, sur la soupe. Vous voyez, je suis en forme. Ah, aujourd'hui, on met des cheveux sous la soupe. Ouais, on fait les deux, nous. Sur la soupe, sous la soupe, dans la soupe, partout. On est au taquet. Franchement, je suis dans une super good vibes et ça fait hyper plaisir. Je me sens revivre. J'ai l'impression en fait que j'ai été vraiment en down des semaines où j'étais un petit peu plus calme. Et là, j'ai fait tellement de choses hyper créatives. Franchement, j'aime trop. J'aime trop. Alors, par quoi je vais commencer? Déjà, on va parler donc de mes 2-3 jours chez Macha. Donc vous savez, pour ceux qui ont écouté l'émission donc d'il y a 15 jours, émission appelée Confidence entre projecteurs, j'étais donc chez ma copine Macha, qui est une personne très éveillée et en fait on a beaucoup discuté et c'était incroyable. Honnêtement, déjà c'était hyper beau parce que je crois que je vous l'avais expliqué mais je suis plus trop sûre, on s'est vu qu'une seule fois en séminaire. Donc en gros on s'était vu une soirée et depuis on s'appelait assez souvent ou on s'envoyait des messages mais on s'était jamais revus. Donc là c'était aussi un peu un pari de faire 3h30 de route, de me pointer là-bas, rester 2 jours et demi. Ça aurait très bien pu finalement ne pas matcher entre guillemets ou y avoir des blancs etc. Et là mais les amis c'était tellement fluide. Incroyable mais vrai. J'ai l'impression que je la connais depuis toujours et en fait on est exactement les mêmes entre guillemets en tout cas sur le côté pipelette et donc je suis arrivée et ça a été du pia tout le long littéralement sur les 2 jours et demi il n'y a pas eu une coupure vraiment. Si on a fait un peu de couture parce que pour rappel j'allais chez elle alors certes pour la voir papoter etc mais aussi et surtout dans ma tête pour apprendre la couture. Au final, clairement la couture, c'est pas que j'avais plus envie d'apprendre, mais ça a pris une part très petite par rapport à tout le reste. Et la vie, c'est ce qu'elle fait et c'est hyper bien comme ça. En fait, donc, elle m'a appris à coudre sur, je sais pas, peut-être 2-3 heures. J'ai fait un chouchou. Je suis hyper fière de moi, les amis. Avec une couture invisible, attention. Donc franchement on a bien rigolé et tout, on a repris une jupe à moi, voilà c'est plus elle qui a fait le job, encore que non, sur la fin c'est quand même aussi un peu moi, mais voilà, donc on a fait notre petit moment de couture, et sinon vraiment c'était que du blabla. Mais là où c'était hyper intéressant, et surtout très riche, c'est que le blabla avec Macha, c'est pas du blabla avec n'importe quelle copine, encore que j'arrive à le faire aussi avec des amis à moi, mais là, il y avait une dimension vraiment de... On a envie de s'élever mutuellement l'une l'autre, de se tirer vers le haut. On a envie d'avancer, de comprendre les schémas répétitifs qu'on vit, les blocages qu'on a, le pourquoi du comment. Et
Et en fait, c'était vraiment deux personnes qui sont ensemble pour creuser. C'était de l'introspection, clairement. C'était 48 heures d'introspection. Je suis rentrée chez moi, j'étais mais éclatée de fatigue. Et je me suis dit, mais c'est dingue, ça m'a tellement remuée, mais dans le bon sens en fait. Elle est venue vraiment gratter presque dans les moindres petits recoins de mon esprit, de mon être, de mon âme, pour savoir un petit peu ce qui se passait. Et franchement, c'était libérateur. C'était en même temps, épuisant mentalement, parce que physiquement, on n'a rien fait. Hein. Elle me dit, tu voulais peut-être visiter des villes aux alentours ? Ah non, mais pas du tout, je suis pas venue pour faire des visites. La prochaine fois peut-être, mais là, clairement non. Et je ne regrette, mais tellement pas. On passait des heures et des heures juste sur son lit, à papoter, et vraiment comme si c'était ma best friend forever. Donc, hyper reconnaissante pour tout ce qu'elle m'a donné. Et donc, il y a plein de choses qui en sont ressorties. Alors au niveau, donc on va passer très très rapidement sur la partie santé. Pourquoi ? Parce que en fait on a tellement parlé, comme je vous disais, imaginez pendant 48 heures, on s'est couché à 2h du mat à chaque fois tellement on parlait que je suis humaine. Donc en fait il y a les 3/4 des trucs je pense que j'ai oubliés. Mais c'est pas grave, c'est ok. Soit mes cellules ont intégré l'information, soit il y a des informations que je n'ai pas intégrées et c'est que c'était pas le moment pour moi de les recevoir. Tout comme quand on lit un livre, il y a certains livres on va les lire, on va capter plein de choses et si on les relit 4-5 ans après, on va faire « Waouh, d'accord, mais en fait ça je l'avais pas compris la première fois. Ah ouais, j'avais pas assimilé ça comme ça, je pensais que c'était comme ça. » Là c'est un peu ça. Donc sur la santé, finalement, j'ai pas retenu grand-chose. Ce que j'ai retenu, donc, c'est qu'elle a vraiment pris le temps de me faire un soin qui était incroyable. Mais quand je vous dis incroyable, en fait, donc les soins holistiques qu'on a appris à l'école de coaching, donc moi je suis formée aussi pour faire ce genre de soins, c'est juste que c'est pas forcément ce que j'affectionne particulièrement. On met les mains au-dessus du corps physique, donc on ne touche pas le corps physique, on les met sur tout ce qui est corps astral, corps ésotérique, etc. Parce il faut savoir qu'il y a plein de couches de corps derrière le corps physique. En fait, donc on a, je suis un peu, j'ai pas beaucoup de connaissances en anatomie, mais le squelette, les muscles, la peau, etc. Et après, donc ce qui ne se voit pas, ce qui est invisible, là il doit y avoir au moins 6 ou 7 couches en fait de corps énergétiques si vous préférez, qui nous entourent. Et il y en a qui vont loin, hein. Le dernier corps, du coup, il est, si vous comptez, je sais pas moi, 10-20 cm par enveloppe corporelle, imaginez, il y en a 7, donc on est déjà à 70 cm. Donc c'est littéralement ça qu'on ressent quand les gens viennent trop près de nous, vous savez, et on a tendance à dire... Ah mais il rentre dans ma bulle là, je me sens pas bien, il rentre dans ma bulle. C'est normal, c'est parce que votre aura en fait capte la sienne et que là au niveau des corps énergétiques, c'est trop près en fait. Donc c'est comme si vous bousculez dans le corps énergétique quoi. Et on n'est pas prêt à accueillir cette personne-là quand c'est des gens avec qui on n'est pas forcément proche mais qui nous parlent de très près physiquement. Et bref, donc en fait, au départ elle a commencé comme ça et donc là déjà mon ventre, puisque c'était moi clairement les maux de ventre, comme je vous le dis depuis un petit moment. Mon ventre, à ce moment-là, était vraiment en gargouillement x 1000. Et je lui dis, je sens qu'il se passe quelque chose, quoi. Clairement, enfin, il était hyper silencieux depuis le début, et pendant tout le soin, on n'entendait que lui. Donc bon, nous, ça nous faisait rire, et je me suis dit, c'est la preuve que y a bien quelque chose quand même qui traverse et qui se passe. Et après, elle s'est mise à faire un mouvement, en fait, comme avec sa main... comme si on caressait un chaton, un peu en fait un mouvement comme ça, sur un de mes organes, mais donc elle le faisait dans le vide, hein, qu'on soit bien d'accord, elle touchait comme je vous disais le corps énergétique mais pas mon corps à moi, et elle me dit je te fais une petite caresse de l'organe, et je lui dis écoute, je la sens, je ne sais pas comment t'expliquer, ni pourquoi, ni comment, il n'y a pas les mots, je lui dis mais je sens, je sais même pas c'est quoi l'organe d'en dessous, et je lui dis je sens vraiment comme s'il y avait quelque chose, comme s'il y avait une petite brise, un petit frisson qui passait de la droite vers la gauche, par exemple, dans le mouvement qu'elle faisait. Je le sentais, c'était un truc de malade. Et c'était hyper agréable, en fait, c'était très doux. Et ça a vraiment libéré des choses. Ça a été hyper révélateur. Ce que j'ai retenu, c'est que mon utérus est prêt à accueillir un enfant. Et c'est pas la première fois qu'on me le dit. Là, mon compagnon, ça y est,
c'est officiel, m'a dit qu'il était prêt aussi. Donc là, clairement, c'est moi qui mets des barrières à tout. Voilà, tout le monde est prêt, mon corps est prêt, j'ai la condition qu'il faut, j'ai une maison, bien que on peut faire un enfant sans maison, mais enfin bon, je veux dire, j'ai un foyer, j'ai vraiment une situation, si ce n'est que j'ai pas de travail, mais ça, j'ai envie de dire, c'est pas très grave, on va y revenir après. Et il y a tout pour, mais moi, il y a encore des réticences, donc je me laisse encore du temps en me disant, voilà, peut-être qu'à un moment ou un autre, ça sera évident, mais là, tout de suite, ça doit être trop tôt pour moi, puisque il y a encore plein de freins, il y a encore plein de peurs, il y a encore plein de trucs, voilà, où je me dis, non, quoi, quand je vois mes copines qui dorment pas, je me dis, non, ils ont 2 ans, elles dorment toujours pas, ça me fait pas rêver là tout de suite. Par contre, il y a beaucoup d'avancées dans ma tête, puisque là, maintenant, j'ai pris conscience que je regretterais plus le fait de ne pas avoir de deuxième enfant que d'avoir un deuxième enfant. Donc déjà rien que ça, je trouve ça hyper révélateur. Alors qu'avant, j'avais vraiment peur du regret maternel, etc. Donc ça, et après, donc à un moment, alors je vais vous le dire avec mes mots à moi, encore une fois, c'est ma perception, c'est mon interprétation, c'est peut-être pas exactement comme ça qu'elle l'a dit, mais moi j'ai compris que si mon ventre gonflait, c'était pour me faire comprendre qu'il était prêt pour la grossesse. Et elle me dit, des fois, t'as pas l'impression que c'est comme si t'étais enceinte? Ah, mais je dis, mais totalement. Quand il se met vraiment à gonfler et que j'ai très mal, je dis là, j'ai l'impression d'être enceinte de 5 mois. Et ma fille me l'a déjà dit, en fait. Ma fille m'a déjà dit, on dirait que t'es enceinte, maman. Non. Donc, bref, voilà. Et là-dessus, donc j'ai annulé le rendez-vous, je crois que je l'ai dit ça, j'ai annulé la coloscopie parce que voilà, on m'a présenté d'autres prismes. Ça, je suis sûre qu'on en a parlé. Donc j'ai pas encore commandé la cure antiparasitaire qu'elle m'a préconisée, qui est une cure a priori comme un vermifuge pour les enfants, mais version x10. Donc beaucoup plus efficace, qui va intervenir sur beaucoup plus de microbes qu'on peut avoir à l'intérieur du ventre, de l'intestin, etc. Donc ça, c'est quelque chose que je ferai. Pour l'instant, pour être transparente, c'était les vacances la semaine dernière, donc j'ai vraiment chillé avec ma fille. Et là, j'étais dans un élan créatif que je vous raconterai juste après. Donc j'ai un peu mis ça de côté. Et après, pareil pour le jeûne, j'ai testé juste une journée de faire un jeûne, mais en fait, c'était je sais même pas le mot, c'était très... c'était du pipi de chat un peu dérisoire, voilà, c'est ça que je cherchais. C'était très dérisoire parce que juste, j'ai pas eu faim pour le dîner et j'ai pas eu faim pour le petit déjeuner. Et donc, en fait, j'ai réussi à faire 21h, je crois, sans manger, mais c'était pas du tout une corvée, en fait. C'est juste que j'avais pas faim. Donc... là, je m'écoute, je vois, hier j'ai fait 2 restos, j'ai pris à chaque fois des doggy bags parce que je voulais pas justement ressortir avec le ventre vraiment gonflé, etc. Et en fait, je me rends compte que j'ai pas très très faim là tout de suite. Donc ça passe tout seul. Et voilà, je ferai vraiment le jeûne après la cure parasitaire parce que il m'a été conseillé de le faire plutôt dans ce sens-là et de prendre des probiotiques ensuite. Donc voilà en gros sur la santé. Bon, je pensais même pas faire si long, mais bon, c'est pas grave. Donc on va enchaîner parce que sinon j'aurais pas le temps de vous dire tous les autres trucs que j'ai à vous dire. Donc, elle est venue aussi me secouer un peu sur mes projets. Donc, comme vous le savez, il y a le projet du livre qui est en stand-by depuis juin. Donc, pour ceux qui n'ont pas trop suivi, j'ai écrit un livre qui est entre les mains de ma meilleure amie, qui a pour mission de le corriger. J'ai fait ce choix-là au mois de juin. À ce moment-là, elle était assez disponible et finalement, plus tard, très peu de temps après, elle a acheté une maison qu'elle retape, etc. Donc en fait, elle est tout le temps occupée. Soit en train de retaper la maison parce que là, elle paye 2 crédits, donc elle a tout intérêt en fait à laisser le premier pour partir dans le deuxième. Et donc elle met le turbo sur les travaux, elle est maman solo, enfin elle a un job en plus où des fois elle finit hyper tard, donc je conçois et je comprends parfaitement que sa vie vraiment c'est le rush tout le temps et je ne souhaite qu'une chose pour elle, c'est qu'elle puisse se reposer, s'écouter et vraiment prendre du temps pour elle parce qu'elle n'en prend pas et que moi je le vois et que je lui ai déjà dit, pour moi elle emprunte le chemin, elle est sur la pente glissante du burn-out. Mais bon, elle partage pas forcément mon point de vue là-dessus. Peu importe, chacun vit sa vie comme il veut. Moi, je suis là pour rien, entre guillemets. Je veux dire, j'ai mon point de vue, mais c'est pas parce que je suis projecteur qu'il faut le prendre pour argent comptant. Et il y a plein de choses que je dis qui sont des bêtises aussi. Donc, je ne suis pas supérieure à elle. Et voilà, et je ne suis pas à sa place et je peux parfaitement me tromper. Donc bref, tout ça pour dire, elle n'a pas beaucoup de temps pour corriger le livre en fait. Donc au mois de novembre, ce qui était ma deadline, je lui avais donné initialement jusqu'au mois de novembre, elle avait corrigé 22 chapitres, et il y en a à peu près un peu moins de 100, je crois que doit y avoir 98 ou 99. Et donc depuis, ça reste en stand-by en fait. Donc ça, c'est le premier projet. Et le deuxième projet, donc c'est la musique. Donc on va y revenir. Sur le projet, donc d'abord du livre,
Donc Macha là m'a dit bah écoute, je sens un empressement, je sais pas si c'est les guides qui me sous-entendent ça ou si c'est de ton côté à toi, mais je sens qu'il faut que tu avances dans l'un comme dans l'autre. Donc sur le livre, elle me dit bah qu'est-ce qui se passe, voilà, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Bah je lui dis clairement là, je suis tributaire en fait de la situation. Moi je ne peux rien faire d'autre qu'attendre. Et ça fait 8 mois que c'est comme ça en fait. Je patiente et j'attends. Et donc c'est venu un peu secouer tout ça et à un moment elle me dit tu sais toi, t'es dans une posture où on est d'accord, ça te fait pas plaisir là. Ah bah je lui dis non. Je lui dis là, en fait, ça en vient à me générer de... Si je veux être 100% intègre, ça me génère de la colère en fait. Même si je comprends la situation de mon ami, bah, il y a quand même une partie de moi que je réprime, que je mets sous le tapis parce que je l'aime trop, ma meilleure amie, enfin je l'aime d'un amour incroyable et je sais qu'elle fait du mieux qu'elle peut et voilà, et que c'est pas de sa faute, mais il y a quand même une partie de moi qui est en colère parce que c'est du temps de perdu, c'est 8 mois en fait où moi je vois pas en fait la différence, donc c'est très 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 frustrant. Et là en fait j'en suis arrivée même à une certaine frustration parce que quand j'imaginais publier le livre, ben presque j'avais plus de plaisir à le faire en fait. Et là, je me suis dit, et là, en fait, ça a généré encore plus de colère. Et je me suis dit, en fait, je crois qu'il y a une partie de moi qui, si ça continue, va énormément lui en vouloir. Parce que mon plaisir est en train de vraiment diminuer. Alors que c'était mon bébé, ce livre. C'était toute ma vie. J'attendais que ça de le publier. Donc pour que j'arrive à un point où vraiment je me dis, bon, en fait, je crois que j'ai même plus envie de le publier tellement j'en suis dégoûtée de la situation. C'était vraiment grave. Donc là, la discussion avec Macha m'a permis de prendre conscience vraiment que la situation, elle est vraiment pas saine en fait, de mon point de vue. Je me suis dit, bah j'ai des leçons à apprendre, c'est la patience, parce que je suis pas du tout patiente de base. Donc voilà, il y a tout ça en fait, et puis j'étais fatiguée, donc c'était certainement pas le moment, la vie c'est ce qu'elle fait. Donc je laissais un peu aussi, je lâchais en me disant, voilà, c'est à moi de prendre sur moi, etc. Et à changer de prisme, finalement, pour mieux accepter cette situation-là. Et elle est venue en fait contrebalancer ça en me disant moi je serais toi plutôt, je reprendrais les rênes en fait du truc. Et comme argument elle me dit là ton amie, elle me dit moi je la connais pas, mais honnêtement je pense qu'avec la vie que tu me décris et cette charge là qu'elle a de corriger le livre, elle doit inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas, mais ça doit lui mettre une pression de malade parce que dès qu'elle veut se reposer, elle doit se dire putain j'ai le livre à corriger. Et j'imagine, si moi j'étais dans cet état-là, vraiment, en plus moi je suis le genre de personne, quand on me demande un truc, ça passe en priorité en général avant moi. Ne suivez pas ce conseil, c'est pas bien. Donc je me dis, elle doit vraiment pas être dans une situation confortable. Sauf qu'on en a déjà parlé au mois de novembre, quand je lui ai demandé justement où est-ce qu'elle en était et qu'elle m'a donné les 22 premiers chapitres, et que là, elle m'a verbalisé, si tu m'enlèves le livre, ce sera mon plus gros échec. Et là, comment vous voulez réagir face à ça ? Bien sûr que moi, je veux que son bien-être et son bonheur. Comme je vous disais, je l'aime à la folie, donc j'ai pas du tout envie en fait de lui faire vivre un échec. Sauf que là, la discussion avec Macha, ça a vraiment permis de poser les choses et de me dire, en fait, si je prends de la hauteur, vraiment, si je prends de la hauteur et que je fais un choix différent, un choix voilà où soit je le fais corriger par quelqu'un d'autre, soit j'arrête la correction, enfin un choix différent, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, elle, ça va la libérer. Alors oui, peut-être que son ego sur le coup va en prendre un coup et que c'est des films qu'on va se raconter, c'est des histoires où elle va se dire merde, j'ai échoué, patati patata, mais la vérité c'est pas ça. Puisqu'en fait, elle aura quand même corrigé, elle m'a dit qu'elle avait avancé un petit peu depuis novembre, donc j'imagine, mais pas beaucoup, j'imagine qu'elle est au chapitre 30. Moi dans ma tête je me suis dit ça, mais je vous dis ça au pif. En fait, tout le travail qu'elle aura acheminé là, il sera pas peine perdue, parce que même si je faisais corriger le livre par une professionnelle, ça serait pas à partir du début, ça sera à partir du chapitre 30. Donc, c'est pas un échec en fait, c'est juste le travail il est fini. Ça serait, à mon sens, t'as fait le job, maintenant je vois que pour toi comme pour moi, c'est toxique la situation, c'est en train de nous consumer, ça nous fait pas du bien et j'ai envie en fait qu'on repasse sur une dynamique d'amour, qu'on repasse sur une dynamique saine, une dynamique où il n'y a pas de dette invisible entre guillemets, parce que même moi je sens la dette, en fait là je me suis un peu calmée, mais une période je lui ai acheté un téléphone portable, je lui ai acheté je sais plus quoi, là à Noël je lui ai offert un cadeau hyper cher parce que je me dis elle corrige mon livre, donc c'est aussi une correction de livre, pour info c'est minimum 2500 balles. Je vous le dis, donc c'est excessivement cher. Et en plus, c'est au nombre de mots. Et moi, j'ai, je sais plus combien de nombre de mots, mais c'est assez abusé. Parce que j'ai déjà
180 pages, je crois, Word, sauf que c'est écrit en 12 et qu'il y a quelques paragraphes, bien sûr, mais il n'y a pas énormément d'espace. Hein. Donc, honnêtement, quand je vais le mettre par écrit, on m'a déjà dit, je pense qu'il va faire au moins 600 pages ton livre. Ce qui est énorme, vraiment. Mais bon, on verra, je ne suis pas là. Et bref, donc tout ça pour dire, grâce à Macha, j'ai pris la décision, en fait, de stopper la situation toxique. Donc, en gros, je sais que je vais récupérer mon manuscrit et que je vais la libérer de cette charge, en fait. Je la vois samedi. Donc, elle sera au courant samedi. Ma chérie, si tu m'écoutes avant, je comptais te le dire en face, promis, avant de le dire aux auditeurs. Mais je sais qu'elle est en retard sur les émissions, donc je doute qu'elle écoute cette émission tout de suite, là, maintenant, cette semaine, en tout cas. Et donc, voilà, je vais libérer cette charge, et pour elle et pour moi, pour reprendre ma souveraineté, reprendre les commandes en fait de mon projet et elle lui permettre de respirer. J'ai l'impression là que je vais lui apporter une bouffée d'oxygène en fait. Donc je vais vraiment axer en fait le discours là-dessus parce que ça me porterait peine qu'elle le prenne comme un échec. Maintenant, je vous l'ai dit 1000 fois, on n'est pas responsable de la réaction des gens et malheureusement, c'est triste à dire, mais si elle veut le prendre comme ça, ben, c'est son choix. Mais moi, là, je peux plus. Cette situation, je n'en peux plus. Donc vraiment, ma décision, elle est prise. Donc j'ai pas envie qu'elle le prenne mal, mais tant pis si c'est le cas parce que là, j'ai envie de m'écouter moi en fait et je vais me prioriser sur cette action-là. Donc voilà, donc il va y avoir du changement. Et là où c'est très très rigolo, c'est que samedi, donc cette semaine, là, il n'y a pas longtemps, donc vous voyez, 15 jours après le passage de Macha, j'ai capté que j'ai 2 cousines qui sont très éloignées, que j'ai vues une seule fois dans ma vie, hein, donc je ne les connais absolument pas, c'est cousines de ma mère, etc. Enfin, c'est dans vous savez, c'est au 2e ou 3e degré, ou je sais pas combien. Et en fait, j'ai une cousine qui a écrit un livre, et une cousine qui est chanteuse, donc on va reparler de la musique après. La cousine qui a écrit le livre, donc j'ai pris l'initiative de la contacter, je savais pas trop comment elle allait réagir, et en fait, hyper avenante, hyper sympa, vraiment, on a fait un rendez-vous d'1 heure en visio, je pensais vraiment pas que ça durerait aussi longtemps, je me suis dit elle va me donner des conseils, moi ce que j'attendais c'était sur la correction, comment elle a fait pour corriger son livre, est-ce qu'elle a payé quelqu'un ou pas, etc., sur l'édition, sur la mise en page, et voilà. Et elle a accentué, elle m'a donné beaucoup d'infos sur tout ce qui est légal. Par exemple, il faut envoyer son manuscrit à la Bibliothèque de France. Je n'étais même pas au courant, je savais même pas que ça existait ce truc-là. Donc des trucs comme ça, enfin plein d'infos. Il faut marquer le nom de l'imprimerie au dos de ton livre. Ça, j'étais pas du tout au courant non plus. Et beaucoup de ventes sur Amazon, les réseaux sociaux, etc. Donc tout ça, j'avais pas pensé qu'elle me donnerait ces infos. C'était hyper riche. Vraiment génial. Je vais essayer de condenser parce que j'ai envie de dire, vous en foutez un peu de tous les détails et dans tous les cas, vous les aurez au fur et à mesure en fait puisque je fais l'émission et que je vous dis chaque étape de mon projet. Mais là, ce qui était chouette à entendre, c'est que elle a fait une erreur quand elle a imprimé son premier exemplaire. Sa première facture, en fait, son premier livre, parce qu'elle en fait plusieurs. Elle a imprimé une centaine d'exemplaires, 100 ou 200, elle savait plus trop. Et en fait, elle a envoyé le brouillon au lieu d'envoyer le vrai manuscrit. Ce qui fait qu'elle a imprimé une centaine d'exemplaires truffés de fautes. Et là, je la regarde avec des yeux vraiment mais ronds comme des billes. Et je lui dis, mais ils ont réagi comment les gens ? Et elle me dit, je leur ai dit la vérité. Je leur ai dit, je me suis trompée, donc il y a plein de fautes. Ils ont dit, c'est pas grave, ça nous empêche pas de lire, vous inquiétez pas. Et ils me l'ont acheté pareil. Et là, révélation les amis. Je me suis dit, mais en fait, ça veut dire que moi, je me mets une pression de malade. Alors que s'il y a des fautes, c'est pas la fin des haricots. Après, je sais que c'est chiant de lire un truc où il y a plein de fautes. Enfin, moi, je les vois et en fait, je trouve ça désagréable. Mais maintenant, mon niveau orthographique est pas nul. Hein. Je pense que je sous-estime aussi ma valeur là-dessus. On va reparler de valeur après. Parce que j'ai un shift immense cette semaine. Mais voilà, il y a quelques fautes quand même. Je suis pas à l'abri de fautes en fait. Et je pense qu'il y a des problèmes de concordance de temps, des trucs comme ça. Mais bon, et donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je paye une correctrice ? Et là, une copine à moi m'a dit, et Macha m'a dit la même chose, ça fait 2 fois qu'on me dit, tu pourrais pas trouver une personne à la retraite en fait qui aurait envie de corriger ton livre gratuitement ? Alors je fais un appel à vous les amis, vraiment je vais activer je crois que j'ai une messagerie sur la 1337 ou si vous voulez écrire il y a un truc secrétariat de la 1337, enfin je sais que vous pouvez écrire en fait à la présidence ou il y a un mail générique qui existe. S'il vous plaît, je fais un appel à candidature si vous avez
une personne, soit une ancienne prof de français qui est à la retraite, une prof de français en activité mais qui sait pas quoi faire, qui s'ennuie, quelqu'un juste qui est hyper fort en orthographe et qui serait à même de corriger mon livre. Donc je cherche quelqu'un qui a des compétences et je veux que des fautes d'orthographe, hein. C'est tout. Je cherche pas à ce qu'on rebouge mes phrases, ça c'est pas de la correction, ça s'appelle de la relecture. Si elle fait de la relecture en même temps, pourquoi pas, mais honnêtement ça va me demander plus de travail qu'autre chose, même moi derrière, donc je préfère juste corriger les fautes et c'est tout, rien de plus. Par contre, je vais être intransigeante sur le délai. Si la personne s'engage, j'ai besoin que ce soit fait sous les 15 jours, quoi. 15 jours, grand max. Donc, est-ce que la personne, elle est prête à faire ça, sachant que je vous dis, il doit avoir peut-être 140 pages, quelque chose comme ça, hein. Donc, c'est quand même très long. C'est pour ça qu'une retraitée, ça serait quand même mieux. Mais si vous avez une personne comme ça dans votre entourage, je profite de mon émission radio pour vous demander, s'il vous plaît, de m'écrire et de me l'envoyer, s'il vous plaît. Après, ça sera un petit budget. Je veux bien entendre qu'elle va pas faire forcément gratuitement la chose, mais on se calera ensemble sur un petit budget parce que 2500, vraiment, psychologiquement, je peux pas payer 2500. Une correction, c'est pas possible. Et là, je suis à deux doigts de me dire, tant pis, je fais comme elle, en fait, comme ma cousine, je l'édite avec les fautes et ça me coûte 0€. Donc, je suis prête à payer quand même un petit peu quelqu'un de compétent, pour faire avancer le truc. Mais donc voilà, franchement, je remets ça entre vos mains je vais attendre, une semaine, 15 jours grand max parce que j'ai d'autres trucs à faire, vous allez voir, il y a d'autres projets, etc. De voir si vous me répondez. Si vous avez mon numéro de téléphone perso, bien évidemment, vous pouvez m'écrire aussi sur le perso, il n'y a pas de problématique là-dessus. Mais voilà, j'aimerais ça. Et là où c'est hyper chouette dans le discours de ma cousine, c'est qu'elle a fait ça et qu'après, elle a eu quelqu'un, tenez-vous bien, un lecteur qui a corrigé intégralement tout son livre et qui lui a renvoyé en disant, avec un talent pareil, ça serait dommage que ça reste avec des fautes. Et donc elle a pu réimprimer d'autres exemplaires derrière à revendre sans faute. Et je me suis dit, mais incroyable. Et là, je vous vois venir, même si vous êtes loin, vous êtes chez vous, j'entends cette question, je l'entends. Eh ben meuf, tu l'as ton contact? Eh ben non, parce que, paix à son âme, cette personne est décédée. Donc non, je n'ai pas ce contact-là. Mais voilà, en tout cas, je suis contente parce que ça a quand même bougé dans ma tête. C'est venu éclairer plein de trucs que j'avais pas forcément vus, etc. Enlever des barrières invisibles que je me mettais et de me dire, en fait, meuf, j'en ai parlé à mes amis, ils m'ont dit pareil, mais s'il y a des fautes, en fait, on s'en fout. Et là, mon premier objectif, c'est de le publier pour moi et pour mes amis et tous mes proches, en fait. Et ceux qui le veulent, donc vous, chers auditeurs, si vous le voulez, vous l'aurez aussi. Mais je veux dire, dans les personnes que je ne connais pas, c'est un plus. Tous les gens que je ne connais pas qui liront mon livre, franchement, je serai hyper contente. Mais là, ma priorité, déjà de base, c'est moi et mes proches, en fait. Clairement, je vise peut-être petit, c'est vrai. Des fois, on dit, ouais, il faut viser grand, etc. Mais en fait, j'ai pas la folie de grandeur parce que ça nécessite énormément d'énergie, de temps, etc. Et que j'ai pas envie, clairement. Je n'ai pas envie de ça. Donc peut-être plus tard, quand tout sera fait, ça sera plus facile. J'aurai juste à le déposer sur Amazon, vous cliquerez, il l'imprime et il l'envoie. Donc clairement, j'aurai rien à faire. Donc je pense que c'est ce qui va se passer après. Mais là, dans un premier temps, voilà comment ça fonctionne. Donc ça, c'était toute la partie livre. Ensuite, la partie chanson. Là aussi, mais dingue ce qui s'est passé. Et je vous laisse le shift. Mon shift incroyable de cette semaine, je vous le mets après, promis. Je vous laisse un petit peu en alerte, en teasing et tout. Donc la chanson, j'ai, comme je vous disais, une autre cousine que j'ai croisée une fois, qui a les cheveux jusqu'aux fesses. Je vais lui faire de la pub si vous voulez regarder, parce que à toutes les filles avec qui j'en ai parlé, toutes mes copines, elles m'ont dit « Ah ouais, mais moi j'aimerais bien voir et tout ». En fait, elle s'est lancée dans la chanson. Alors, ça fait longtemps qu'elle fait des concerts dans la région et tout. J'ai toujours voulu aller la voir, sauf que la seule fois où je me suis déplacée, finalement, le concert a été annulé parce qu'il pleuvait et que c'était en extérieur. Et après, j'ai un peu oublié, puis j'ai pas les infos. Si on me disait, elle va à tel endroit, tel jour, j'irais. Mais là, en fait, à chaque fois, je zappe les infos. Là, c'était ma mère qui m'avait dit, elle est à tel endroit. Et comme j'ai pas les réseaux sociaux, c'est un peu compliqué, donc je peux pas trop la suivre. Mais bref, j'ai très envie de l'écouter parce qu'elle a l'air très très talentueuse. Elle est hyper belle, vraiment. Elle a l'air hyper douce, trop mignonne. Je l'ai croisée une fois, je me suis présentée, bon ça a duré 5 minutes, mais j'avais pas le projet de la chanson à ce moment-là, donc on n'a pas du tout parlé de ça. Et donc là, on m'envoie en fait sa page. Donc elle a une page YouTube, donc ça je peux regarder, certainement Insta aussi. Elle s'appelle The River Mess, si vous voulez regarder. Donc River comme la rivière en anglais, Mess M-E-2-S. C'est du rock, pour celles qui écoutent et qui aiment le rock. C'est un peu dark,
voire beaucoup dark. Mais voilà, et elle a fait une mini-série où elle explique tout son parcours. Et en fait, alors j'ai regardé son clip vient de sortir, c'est vraiment en avant-première. Je lui fais vraiment un teasing gratuit à ce moment-là. Mais c'est un clip assez violent parce que ça parle, donc je vais spoiler mais c'est pas grave, ça parle en fait de violence conjugale, mais il est hyper bien tourné, franchement on dirait que c'est une actrice la meuf, vraiment elle est au taquet je trouve. Le mec c'est un vrai acteur qu'elle a payé et dans la mini-série elle explique tout ce qu'elle fait, la recherche de l'acteur, le montage de la musique c'était ouf en fait, elle a zéro budget. Vraiment, elle le dit qu'elle a 0 €. Et en fait, elle a fait un appel aux dons, donc elle a reçu de l'argent, etc. Mais elle a reçu 450 €, donc c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois, ça dépend. Mais pour du matériel de chant, ça peut être pas beaucoup. Donc peu à peu, en fait, elle a investi pour acheter une table de mixage, un micro, enfin des trucs comme ça. Et là, donc dans ses vidéos, elle expliquait donc qu'elle recherchait donc un musicien et elle disait moi j'aimerais bien que tu me joues à la guitare un air et je te siffle l'air et donc en fait elle lui fait et lui après hop à distance il lui envoie en fait ce qu'il a enregistré. Ensuite elle fait pareil avec un autre instrument, plein de trucs comme ça et après en fait elle fait le montage de tout en même temps. Et là je me suis dit déjà waouh hyper forte parce que en fait elle a contacté je sais plus comment ça s'appelle mais pas les éditeurs mais pareil pour la musique là, les maisons de disques, enfin les trucs comme ça là. Et en fait ils lui disent moins de 50 000 abonnés, on le fait pas. Elle a je crois 17 000 abonnés sur YouTube, j'ai vu, ce qui est déjà énorme hein, clairement. Et donc ils veulent pas en fait l'aider à se faire connaître, donc elle fait tout toute seule. Et c'était vraiment dingue. Et après, donc pour le clip, elle explique qu'elle a fait, tenez-vous bien, de la colorimétrie. Je savais même pas déjà ce que c'était, et encore moins pour un clip. Donc de ce que j'ai cru comprendre, j'ai pas regardé sur les réseaux, hein, j'ai juste regardé ses vidéos. J'ai cru comprendre qu'il fallait avoir une certaine constance dans les couleurs et qu'il fallait pas passer, j'imagine, d'un truc hyper lumineux à un truc hyper sombre parce que ça peut être agressif pour les yeux. Enfin moi, je l'ai interprété dans ce sens-là. Mais ça se trouve, c'est pas du tout ça. Et bref, et je regarde toutes ces vidéos. Et là, en fait, donc quand j'ai commencé, j'étais dans une dynamique de waouh, mais tellement inspirant, la meuf, elle part de rien. Et en fait, elle est déterminée, elle se donne les moyens et elle fait des trucs, mais le résultat est hyper professionnel, quoi. Ma copine, quand elle a vu ça tout à l'heure, elle me dit ah ouais, mais moi je pensais que c'était genre une petite cousine du bled, quoi. Alors, un truc comme ça, quoi. Et je dis ah non, je dis pour voir vraiment qu'elle débute, qu'elle est à zéro. Mais bon, après, comme m'a dit ma mère, c'est son métier. Depuis plusieurs années, elle chante, etc. Et c'est sa passion. Et je pense qu'elle le fait vraiment avec le plaisir. Et même ses vidéos, elles sont ouf, je trouve. Elle arrive à se dédoubler et à mettre des effets spéciaux, etc. Moi, je suis incapable de faire ça. Je suis zéro en vidéo. Mais vraiment. Et puis, ça m'intéresse tellement pas, tous les réseaux sociaux, si vous saviez. Donc je me suis dit bon je verrai si je fais des réseaux sociaux pour vendre mon livre etc. et pour promouvoir tous mes projets, mais franchement ça résonne pas tout de suite, peut-être un jour plus tard, mais là j'ai pas du tout envie. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais arrêté mon Instagram. Je trouve que c'est hyper lourd de publier toutes les semaines parce que moi je fais pas partie de cette génération là en fait et que ça m'intéresse pas, voilà. Et bref, donc hyper admirative au début de tout ce qu'elle fait. Et après coup, en fait, quand j'ai fini de regarder les vidéos, je me sentais pas bien. Et j'arrivais pas trop à mettre le doigt dessus, mais je voyais que j'étais dans un mood parasite un peu, vous savez, comme quand on a des mauvaises pensées, où on se sent un peu nul, où on est triste. En fait, j'étais dans un mood comme ça, sans mettre le doigt dessus, sans savoir ce qui se passait. Et là, je me suis dit, ok meuf, tu vas prendre un papier et tu vas noter en fait, ok, ça t'a fait quoi de découvrir ça, de regarder tout ce que t'as regardé, toute la mini-série, le clip, ça t'a fait quoi? Donc j'ai marqué d'abord admirable, toute la partie admiration que je viens de vous dire, qu'elle se bat et tout pour faire des trucs de fou, c'est vraiment la partie battante d'elle que j'ai vue. Ah, j'aurais dû vous raconter d'abord le shift parce que ça va bon mais c'est pas grave, je vous raconterai quand même après. Donc la partie battante, mais moi la partie battante en gros, vous allez comprendre après plus tard. Et ensuite, c'est venu en fait m'apporter du désespoir. J'ai ressenti du désespoir. Et pourquoi ? Parce que quand j'ai vu cette vidéo, tout ça là, je me suis dit, mais en fait, j'ai pris conscience du travail acharné qu'elle fait. Et je me suis dit, meuf, est-ce que tu veux ça toi aussi pour tes chansons ? Et là, c'est venu me crier en bloc, non ! Et je me suis dit, je veux pas, ça me fait pas kiffer tout ça, mais vraiment pas pour moi en fait. Et donc, ça m'a fait, d'un côté, ça m'a fait du bien parce que je crois que j'ai réalisé que j'étais partie dans un truc. Moi, là, vous imaginez même pas. Hein. Moi, de base, je suis une personne qui, quand elle se lance à fond, vraiment, et qui fait tout pour que ce soit parfait, quoi. C'est le côté très perfectionniste, le côté battante, etc. J'ai toujours été cette femme-là. Et là, c'est venu résonner
meuf, t'as pas du tout envie de ça. Et Macha me l'avait déjà dit, puisque quand on a discuté, pour elle me dit, pour moi, t'es 100% prête. Je t'ai même pas entendu chanter en vrai, mais je le sens dans les énergies, tu es prête à te lancer. Et elle me dit, t'attends quoi? Et j'ai dit, bah écoute, je suis encore en cours de chant, et en fait, je me sens pas prête, j'ai l'impression que je chante pas assez bien, il faut que j'ai encore plus de technique et que j'ai plus de confiance en moi. Là, ça va mieux parce que de temps en temps, j'arrive à me dire, waouh, c'est moi qui chante comme ça? Je chante bien. Alors qu'avant, je me disais jamais ça. Donc il y a déjà du progrès, clairement. Et la prof de chant me l'a dit. Elle me dit, on voit qu'il y a eu un déclic. Là, tu t'amuses beaucoup plus et t'as beaucoup plus confiance en toi. Mais il y a encore des fois où j'ai envie de chialer ma race parce que je me dis, oh là là, j'ai trop peur de chanter et je chante mal, etc. Donc il y a encore ça. Et j'ai la croyance que j'ai aucune technique pour le moment. Parce qu'on a beaucoup décortiqué avec la prof, mais on n'est pas encore rentré vraiment dans la technicité. Je sais pas si ça se dit, mais vous avez compris l'idée. Et on le fait en fait tout juste. Ça commence là, en fait. On a fait un cours sur ça. Et donc, Macha me dit, non, t'inquiète. Pour moi, t'as déjà tout en fait pour le faire. Et là, elle est venue me mettre un joli prisme sous les yeux puisqu'elle me dit, tu vois, moi si je compare Maria Carey, sa chanson qu'on entend tous les Noëls, qui est avec un orchestre, enfin avec des musiciens qui enregistrent en studio, un truc hyper carré, et que je compare avec une vidéo que j'ai vue il y a pas longtemps de Beyoncé qui chante en a cappella, alors que c'est une vidéo un peu à la con qui est filmée sur un téléphone ou un truc comme ça, elle me dit j'ai été 1000 fois plus touchée par l'authenticité de la vidéo pourrie que la vidéo pro en fait. Et donc elle est venue en fait me redire, meuf, tu prônes tout le temps l'authenticité, c'est un mot hyper important pour moi et c'est ce que je veux à travers cette émission et vous le savez pertinemment, mes chers auditeurs chéris. Et donc elle me dit, mets aussi de l'authenticité dans tes deux projets, le livre et la chanson. Et j'ai dit, oui, c'est intéressant ce que tu me dis. Et en fait, la graine s'est plantée et après, je me suis dit, mais elle a raison. En fait, moi, déjà, j'ai pas envie de faire de clip. Et je suis zéro, comme je vous disais, dans toutes les recherches de musique. Enfin, j'ai pas envie de faire tout ça, en fait. J'ai pas envie. Et donc, le plus simple, ça serait juste que je chante comme je le fais déjà chez moi, a cappella avec mon karaoké que j'ai acheté il y a quelques mois, là, enfin, il y a quelques semaines. Et que j'enregistre ça et basta, en fait. Et oui, ça sera pas pro. Oui, ça sera pas la chanteuse du siècle, etc. Mais en fait, au moins, on est sûr que c'est ma voix qui sera pas trafiquée parce que je vous garantis que ma prof de chant me l'avait dit il y a 15 ans et ça m'avait marqué parce que, écoutez ce beau compliment, elle m'avait dit, Rihanna venait juste de sortir à l'époque et j'étais hyper fan de Rihanna. Et elle m'avait dit à l'époque, tu n'as rien à envier, tu chantes mieux que Rihanna. Il faut savoir que la voix de Rihanna, en fait, est trafiquée avec les boutons, là, vous savez, sur les tables de mixage, en fait, ils peuvent faire chanter bien n'importe qui, en fait. Et au début de sa carrière, Rihanna, a priori, n'avait pas beaucoup de compétences en chant, en fait. Elle n'était pas hyper douée, quoi. Et donc, moi, elle me disait que j'étais mieux. Donc, vous imaginez le compliment de ouf. Mais, voyez, encore une fois, la preuve qu'on retient que des trucs de merde, alors qu'on peut nous faire des compliments vraiment hyper bien, et moi, non. Il a fallu que je retienne la seule nana qui m'a dit « Est-ce que tu peux arrêter de chanter, s'il te plaît, parce que là, tu me déranges ?» Et voilà, et que ça ancre, je dérange quand je chante, quoi. Ouf, franchement, ouf. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo comme ça l'autre jour sur internet d'une nana, je sais plus comment c'est son nom de famille, mais c'est Elena quelque chose, c'est une coach vocale hyper connue, enfin en tout cas moi j'ai plein de vidéos d'elle, elle a fait des livres, elle est amie, enfin voilà, ses stages coûtent hyper cher, etc., elle est hyper qualifiée, et en fait elle, à un moment il y avait juste un tout petit passage où elle se collait des post-it sur la tête, et elle disait, moi on m'a dit que j'avais une voix de crécelle, que je chantais faux, et je sais plus c'était quoi le dernier truc et je me suis dit ah ouais, et là maintenant regarde où elle en est. Et en fait c'était vraiment une vidéo pour dire on retient que les trucs négatifs, mais retenez les trucs bien et faites-vous confiance en fait. Et faites surtout ce que vous avez envie de faire en fait, kiffez votre life. Et je me suis dit mais en fait c'est ça que je veux juste kiffer ma vie moi. Je veux pas me faire chier à faire des chansons. Et donc c'était hyper intéressant d'avoir ce prisme là. Et tout ça autant à travers Macha qu'à travers ma cousine. Et là ça m'a motivée en fait à faire une nouvelle chanson. Et donc j'ai fait une chanson où justement j'explique mon parcours dans la musique, où j'explique qu'au départ je kiffais, ensuite j'ai eu mon blocage parce que la fille m'a dit ça, et après dans le refrain en fait j'explique pourquoi je chante en fait, que je chante pour me libérer, pour me faire kiffer, pour partager, pour me faire du bien, etc. quoi. Et en fait, c'est moi qui ai écrit toutes les paroles. C'est venu hyper rapidement. Je pense que j'ai dû écrire en 20 minutes peut-être. Et là, je me dis, je pense que je sous-estime vraiment mes compétences en écriture parce que je suis capable d'écrire des chansons ou des poèmes hyper rapidement. Alors, je dis pas que c'est des trucs hyper recherchés. Je pense que tout le monde peut le faire, oui et non. Mais en tout cas, c'est hyper fluide. Et la chanson, elle est canon. Elle est vraiment canon. Donc, je pense que c'est la première que je sortirai.
Et voilà, et donc pour l'instant j'ai pas fait, hein, mais ça sera sur Spotify, je le sais déjà, avec des chansons qui seront gratuites et des chansons qui seront payantes, des chansons que je vais faire moi, attendez, pardon, des chansons que je vais faire moi toute seule, avec les paroles, etc., et des chansons qui seront des paroles de l'IA. Je ne m'en cache pas, ça n'empêche pas que c'est moi qui aurais mis la description de la chanson que je veux, et ça sera quand même ma chanson dans tous les cas. Il faut pas minimiser parce que sur le coup ça aussi je me suis dit en fait si je fais pas mes paroles les gens vont se dire ouais mais en fait ce qu'elle fait c'est facile quoi. Tu vas sur l'appli de l'IA, tu dis fais-moi ça comme chanson et puis c'est fait. Bah ouais mais non en fait parce que c'est fait avec une certaine énergie, avec des mots qui sont choisis et c'est pas juste fais-moi une chanson qui bouge quoi. Je veux dire derrière il y a 40 000 trucs, des fois j'ai 50 lignes pour dire bah moi je veux une pause après telle phrase, moi je veux un rythme BPM à 140, je veux que ce soit ici, que ce soit plus lent et là que ce soit rapide, là je veux des chœurs, je veux une voix soprano, enfin il y a 15 000 trucs en fait que je détaille, donc et puis quand bien même j'ai pas à me justifier de toute façon, donc je fais ce que je veux. Et ces chansons-là, par contre, voilà, je me dis que, je sais pas, peut-être elles seront plus gratuites. Enfin, je verrai comment je m'organiserai. Mais en tout cas, voilà, ça a dynamisé, vous voyez, plein de trucs, ça m'a donné envie de faire. Là, je l'ai pas encore beaucoup chanté cette chanson parce que, encore une fois, c'était les vacances, donc j'avais ma fille et mon conjoint dans les pattes tous les jours. Mais là, vendredi, c'est mon moment, vendredi, j'attends que ça, si vous saviez. J'ai rendez-vous avec moi. Le meilleur date, je vous le dis, un date avec Kate, le meilleur date. Au Airbnb, donc je me suis trouvé un petit Airbnb trop cocooning, juste pour me ressourcer, et je vais kiffer ma race. J'ai déjà prévu en fait, soit de chanter si j'ai envie de chanter, soit ça sera plutôt un je pense, de regarder ma série. Je fais exprès de ne pas la regarder, j'en ai pour au moins 13 heures de visionnage là, de tous les derniers épisodes qui sont sortis. Pour ceux qui se posent la question, je regarde actuellement La Reina del Flow. C'est typiquement dans la conversation qu'on a, puisque c'est dans la musique. Et j'adore, elle est hyper belle, elle chante hyper bien. Enfin bref, j'adore cette série. Par contre, il faut la regarder en espagnol, parce que je vous le dis, en français, c'est tout bidon. Vraiment, je n'ai rien vu de pire au niveau du doublage. Pourri de chez pourri. Mais bref, je m'écarte un petit peu du sujet. Donc voilà, en gros, pour la musique. Et donc, le gros shift que je voulais vous dire, et c'est là vraiment que je me rends compte que je ne suis plus à l'école de coach holistique, mais que j'ai vraiment appris à avancer sur moi, à cheminer, et que je le fais toujours, même si je ne suis plus à l'école. C'est la crainte un peu des gens, quand on est sorti de formation, ils nous ont dit, on vous forme, mais en fait on en voit tellement qui reprennent une vie normale derrière, qui ne se posent plus jamais la question de la colère, qu'est-ce que ça vient me dire, toute cette introspection, tout ce que j'ai fait là justement avec les vidéos de ma cousine, etc. En fait il y en a plein qui arrêtent tout ça et qui ne vont plus vers l'élévation de la conscience, etc. Donc ils insistaient vraiment sur continuer à faire le job, en fait c'est pour vous, c'est pas pour nous, mais continuez quoi. Et là je me rends compte que ça a pris une dimension, je pense que honnêtement, en toute intégrité, le shift que j'ai fait là, c'était l'un des plus puissants que j'ai jamais fait de ma vie. Donc bien plus puissant que quand j'étais à l'école de coaching. Et c'était incroyable. Donc je vais vous raconter. En fait, je crois que je vous ai dit, oui c'est sûr parce que Macha m'en a parlé, que j'avais fait une nouvelle demande pour être indemnisée par France Travail, puisque pour rappel je touche 0 € tous les mois. Et donc là, mon dossier était en béton, j'ai mis 12 annexes, enfin j'ai mis vraiment toute ma life, je crois que je vous l'ai dit donc je vais pas reparler, mais voilà, tout ce qui est bénévolat, création de l'entreprise, le coaching holistique, vraiment toutes les candidatures que j'ai fait, tout. Et Macha me dit, oui, j'ai écouté dans tes émissions, t'as pas l'air sereine en fait, j'ai l'impression que tu crois que tu vas pas avoir l'ARE, donc l'indemnisation là de retour à l'emploi de France Travail. Et je lui dis, bah oui, et elle me dit, mais pourquoi ? C'est évident que tu vas l'avoir. Je dis, mais alors, attends. Elle me dit, sauf si, vu qu'on est créateur, vu que t'as peur, peut-être que tu vas créer ça. J'ai dit, alors stop, je t'arrête tout de suite. J'ai bien conscience que je suis créatrice là-dessus. J'ai dit, mais au mois de juillet, en fait, j'avais aucune peur et je me suis pris dans les dents un refus direct. Alors que là, par contre, dans ma tête, c'était évident que j'aurais le chômage. Alors là, oui, bien sûr que j'ai des peurs. Je me suis vue refuser au mois de juillet. Il y avait 0 raison en fait qui me le refuse au mois de juillet. Ça faisait 6 ans et demi que j'étais à la banque. J'ai enchaîné je sais pas combien de boulot avant. Je veux dire, je suis pas le genre de personne qui est très souvent au chômage en fait. Et donc pour moi, c'était pas mérité. Donc là, oui, bien sûr que j'appréhende et que j'ai des peurs. Et là, elle me dit, pour moi, il y a une notion de valeur qui se joue. Je dis, ok, valeur, c'est-à-dire... Elle me dit,
tu verras la réponse que Pôle emploi va te donner, enfin France Travail maintenant. Mais si tu vibres une vibration de je ne mérite pas en fait de recevoir de l'argent parce que en gros je suis nulle, c'est un peu ça, et l'univers il répond à ta vibration, donc bien évidemment il va rien te donner en fait. Si tu estimes que t'as pas de valeur, il va pas te donner. Et moi j'avais déjà assimilé dans ma tête la croyance, quand je ne fais rien, quand je me repose, je n'ai pas de valeur. En fait. Et c'est pour ça que j'étais tout le temps en mouvement avant. Et là, je me rends bien compte, ça fait 2 mois que je vous le dis, voire 3, la vie veut que je me pose dans mon canapé et que je me calme en fait. Parce que vraiment, j'ai tout le temps ce truc-là de survie, de battante, il faut le faire, il faut jamais rester à rien faire parce que ça se fait pas de rester à rien faire, etc. Et que voilà, t'es une bonne à rien si tu restes à rien faire en fait. Et puis, c'est aussi la société qui veut en fait qu'on pense ça. Donc, elle a commencé déjà à me dire ça. Et je me suis dit, ok, bon, ça résonne pas trop pour moi, mais j'entends ce que tu dis. Je dis, il y a des trucs que je comprends, mais on verra quoi. Et en fait, je lâché, donc après on a changé de sujet. Et finalement, donc je vais à Paris voir mon petit caillou d'amour, donc mon meilleur ami, avec qui ça se passe hyper bien, si ce n'est que j'ai eu hyper mal au ventre le samedi. Bon bref. Et là, le dimanche matin, ou samedi matin, je sais plus. Non, ouais, c'était samedi matin. Je reçois donc la notification de France Travail qui me dit refus. Et là, donc les larmes commencent à couler. J'ai pas pu en fait me retenir alors que je sais que quand je suis chez moi, je me laisse aller en fait, clairement. J'aime pas retenir les émotions. Là, j'étais chez mon meilleur ami, j'étais à Paris, j'avais pas envie de pleurer pendant une demi-heure, c'était pas le but en fait. J'étais avec lui, c'était pour qu'on profite en fait. Et je lui dis, j'ai juste besoin de 5 minutes le temps d'accueillir la nouvelle. Parce que là c'est dur en fait, c'est dur pour moi parce que en fait je me suis pris une claque, je me suis dit pourquoi en fait il y en a plein qui l'ont, tous les cassos qui font rien et moi je fais plein de choses et moi j'y ai pas le droit, c'est injuste, enfin vraiment tout ça. Et Macha m'avait expliqué qu'elle avait eu un procès qui avait mal tourné aussi, où pareil elle avait ressenti beaucoup d'injustice, mais que après coup elle a vraiment compris en fait ce qui se jouait et qu'elle était reconnaissante de ça. Et moi je me suis dit je serai jamais reconnaissante de qu'on m'offre pas de chômage, au bout d'un moment c'est bon quoi. J'ai démissionné en mars, donc ça va faire 1 an que je suis à 0 €, donc ça va que j'ai de l'épargne, vraiment merci la vie, et que je suis un écureuil et voilà, parce que sinon jamais j'aurais pu me permettre en fait de rester comme ça sans revenu, sans rien. Mais donc là voilà, ça a été vraiment un coup dur pour moi, et j'envoie cette capture d'écran à Macha, qui elle me répond c'est pas grave, regarde, moi je sens dans l'énergie que ça va pas rester comme ça longtemps, et en plus ils te disent que tu peux avoir du RSA. Et là, je vous explique même pas, j'ai senti le dragon ressortir en 3 secondes de mon être, et il s'est mis à hurler. Quoi ? Moi, au RSA, mais jamais de la vie. Écoute-moi bien, le RSA c'est pour les gros cassos qui font rien dans leur canapé. Et là, vous voyez déjà tous les jugements, les a priori, la croyance. Et en fait, là où c'est très drôle, c'est que Macha m'avait dit, moi, à chaque fois que je prononce, alors vous ferez, vous, le constat dans votre vie si ça vous est déjà arrivé. À chaque fois que je prononce la phrase « Moi, jamais de la vie il m'arrivera ça », tu peux être sûr que l'univers me le met. Tout le temps. Et là, j'ai réfléchi quand elle m'avait dit ça, je dis c'est rigolo parce qu'effectivement, moi, je m'étais dit moi, vivante, jamais je ferai un coup d'un soir. Jamais. Rappelez-vous, épisode 2 d'un date avec Kate, la thérapeute m'a dit « Vous avez besoin d'aller faire des aventures, des coups d'un soir. Pour vous, c'est essentiel pour retrouver votre libido, votre désir, etc. Vous en avez besoin, en fait. Ça faisait partie de la thérapie. » Et je lui avais dit, mais il est hors de question. Moi, je serais pas une traînée, en fait. Moi, je fais pas ça, en fait. Et au final, j'ai testé. Bon, j'ai clairement testé à fond. Parce que moi, par contre, quand je teste les trucs, j'y vais. Et ça m'a pas convenu. Mais c'est pas grave. N'empêche que ça a débloqué des trucs et que maintenant, tout va bien. Donc, il y a des hauts et des bas, bien évidemment. Je vous ai dit, j'ai fait la bénédiction de l'utérus il y a pas longtemps, etc. D'ailleurs, ça va hyper bien depuis. Franchement, je conseille ce rendez-vous à tout le monde, je vous le dis. Parce que moi, j'ai vraiment senti un changement dans mon être à moi. Pas forcément dans la fréquence des rapports. Ça a impacté un petit peu, mais je veux dire, on fait pas l'amour non plus tous les jours. Mais dans ma perception, je suis beaucoup moins sur la défensive, je suis beaucoup plus ouverte et je vais beaucoup plus vers lui. Donc, franchement, hyper bien. Bon, mais bref, petit aparté, on s'en fout. Et bien évidemment, comme je fais des apartés, je perds le fil à chaque fois. Ah oui, voilà. Donc, j'avais dit jamais de la vie et je l'ai fait. Et ensuite, il y avait un autre truc aussi pareil où j'avais dit, ouais, jamais je ferais ça. Je sais plus ce que c'était. Pareil, je l'ai fait. Donc, en fait, là, le RSA, vraiment, ça a tilté. Et au moment où j'ai prononcé les mots, où j'ai dit c'est pour les cassos qui font rien dans leur canapé, immédiatement dans ma tête, il y a une petite voix qui m'a dit, meuf, tu fais quoi depuis 2 mois ?
bah tu fais rien en fait. La vie t'invite à être une feignasse dans ton canapé. Donc, tu es exactement une cassos au chômage. Enfin, à rien du tout. Donc, tu peux prétendre au RSA. Donc là, déjà, dans ma tête, je me suis dit, waouh, déjà, il vient de se passer un truc, je viens de faire un lien, mais j'avais pas encore tout capté. J'avais juste capté ça. Donc, je l'envoie à Macha pour pas oublier. Je dis, écoute, là, je suis à Paris, je vais profiter de mon séjour et j'y réfléchirai quand je serai à la maison. Je rentre chez moi quelques jours après. Ma fille, donc, il était 7h du mat, hyper tôt. Ma fille dormait encore. Je me suis dit, tu sais quoi, c'est maintenant ou jamais. Alors franchement, ça demande du courage. Ça demande vraiment du courage de se confronter finalement à ce qu'il y a au fond de nous. Ça, pareil, Macha me l'a dit, d'être toute seule à la maison, en fait, et de ne pas travailler, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Tout le monde dit, ouais, soit on critique parce qu'on est jaloux, etc. Soit, en gros, on se dit, ah, mais moi, j'aimerais trop faire ça. Mais en fait, de faire le travail que je fais, de cheminer sur moi, a priori, c'est pas quelque chose, moi, j'avais pas trop la conscience de ça, c'est pas quelque chose de facile et d'évident pour les gens. Et là, j'ai senti, par contre, là, ça m'a demandé un effort parce que je savais pertinemment que j'allais me mettre à pleurer. Je savais pertinemment que ça allait me remuer. Donc c'est vraiment aller vers quelque chose qui va, on va se prendre une claque quoi. C'est vraiment aller vers la claque, c'est tendre la joue quoi. Clairement c'était ça. Mais je me suis dit allez j'ai besoin de comprendre. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai demandé à ChatGPT le lien. Je lui ai dit je comprends pas, j'ai eu un refus de l'ARE. Là on me propose le RSA. Je réagis très vivement en disant c'est pour les cassos. Mais en même temps, qui sont dans leur canapé, mais en même temps, la vie et toi, ChatGPT, t'arrêtes pas de me dire que je suis tout le temps en mode survie et que je dois rester dans mon canapé à rien faire. Et je lui dis, je pense qu'il y a un lien entre tout, mais j'arrive pas à le capter. Et là, il me met le lien en face. Quand je vous dis que j'ai réagi d'une manière, en fait, j'ai cru que j'étais en train de faire un malaise. Je suffoquais. J'arrivais presque plus à respirer. Ma tête, elle s'est mise à tourner, mais dans tous les sens. Vous savez, comme quand on est vraiment bourré fois 1000 et qu'on va faire pipi. Vous voyez cet état-là, là, sur la cuvette, où on se dit, j'ai un peu trop bu. Bah ça, là, ça me faisait ça dans mon lit. Parce que j'étais dans mon lit, je m'étais même pas levée en plus, donc j'étais allongée. Et en fait, j'ai senti toutes mes cellules shifter. Je les ai senties, vraiment. C'est indescriptible comme sensation. Mais j'ai senti qu'il s'opérait quelque chose. Parce que je vous dis, j'avais la tête qui tournait comme jamais, alors que je venais de me réveiller, j'allais bien 10 minutes avant, quoi. Et en fait, j'ai fait donc ce constat-là que, ben ouais, en fait, la description de ce que je vivais, en gros, je pouvais prétendre au RSA avec ce que je vivais. Et sur le coup, je me suis dit, mais c'est trop dur pour moi, en fait, de demander le RSA. En gros, je me sentais comme une grosse merde à ce moment-là. Et là est venu, c'est là le deuxième point. Dans ma tête, ça a dit, qu'est-ce qu'il t'a dit ton père quand t'étais jeune ? Eh ben, ton père, il t'a dit, tu seras qu'une grosse merde, en fait. Ou tu es qu'une grosse merde, je sais plus. Mais je sais qu'il y a eu le terme grosse merde, en fait. Et là, ça m'est apparu comme un éclair dans ma tête. Donc, c'était pas un hasard, hein, clairement. C'était pas un hasard. Et je me suis dit, ok, en fait, ce jour-là, j'ai conclu un pacte avec moi-même. Et je me suis dit, j'en ai rien à foutre, je te prouverai que moi, je serai jamais une grosse merde, en fait. Je serai jamais comme toi. Et donc, vous voyez, comme j'ai dit, je serai jamais, la vie me dit, regarde là, tu t'es jamais autant senti une grosse merde que depuis que t'es au chômage à rien faire, en fait, hein. En plus, ton livre, il avance pas, ton projet chant, tu le fais pas, y a rien qui avance, tu stagnes, donc t'es une grosse merde. Donc là, ça a été hyper violent déjà de prendre conscience de ça. Ensuite, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui s'est passé pour mon père ? En fait, mon père, c'était quelqu'un qui faisait plein de choses tout le temps. Et au bout d'un moment, je pense qu'il n'a pas écouté les signaux, le tableau de bord, là, la vie qui nous invite à ralentir. Et donc, la vie lui a fait comprendre qu'il fallait ralentir. Moi, elle me l'a fait avec un burn-out. Merci la vie, j'ai envie de dire, c'est assez soft. Mon père, elle l'a fait avec un handicap. En fait, lui, il a perdu sa jambe carrément, il était amputé. Donc là, il pouvait plus rien faire, en fait. Là, il n'avait pas le choix que de rester dans son canapé et regarder la télé, en fait. Il était forcé de faire ça. Et donc, il a pas supporté et il a fini en fait par décéder. On sait pas trop si c'est un suicide ou pas, mais enfin bon bref, donc il est plus de ce monde. Et je me suis dit, donc là j'ai fait le parallèle vraiment entre sa vie, la mienne, la vie qui nous arrête, qui nous invite à ralentir. Voilà, cette phrase-là, je serai jamais une grosse merde comme toi, le RSA. Et après je me suis dit, mais en fait c'est quoi un cassos ? Parce que je me suis dit là, moi je suis la première à juger. Alors que je déteste juger, mais alors voilà, ça, combien de fois je l'ai fait dans ma vie, par le passé, vraiment, j'ai dit, mais lui, c'est qu'un cassos, il fait rien, etc. Plein de fois, j'ai dit de mon ancien voisin, ouais, il est au chômage, il est au RSA, de toute façon, il fait rien. Et je me suis dit, meuf, c'est quoi un cassos ? Et là, j'ai percuté. Tenez-vous bien, j'ai changé de prise, mais comme jamais. Un cassos, c'est quoi ? C'est un cas social. C'est marqué dans son nom. Donc, ça veut dire que c'est une personne qui est en dehors de la société. Et moi, qu'est-ce que je cherche désespérément ? Je cherche à m'élever pour sortir de la matrice et du conditionnement fait par la société. Donc, adoptant ce prisme-là,
être une cassos, c'est hyper bien. Parce que c'est tout ce que je veux. En fait, j'aime pas l'étiquette cassos, mais sinon, c'est tout ce que je veux. Ne plus être dans la société, en fait, ne plus me laisser berner par tout ce qu'on nous fait croire, cet idéalisme et cette performance à tout bout de champ, c'est ce que je recherche, en fait, plus d'authenticité et donc moins de société. Et donc là, je me suis dit, mais en fait, c'est génial. Donc là, déjà, j'ai accueilli le fait de me dire, ok, je suis peut-être une cassos. Alors, c'était un peu nouveau sur le coup, c'était un peu bizarre de dire ça, mais je disais plus je suis une cassos avec vraiment en mode je suis une grosse merde, je disais je suis une cassos en mode putain c'est bien d'être une cassos. Ça veut dire que t'es différente des autres en fait et que tu vois ce qui se joue et que t'es plus élevée entre guillemets. Donc ça a changé toute la donne déjà. C'est pour ça que le changement de prisme il est hyper important, vraiment, dans la vie de tous les jours pour tous les sujets. Et après donc comme j'étais pas bien, que ça tournait, j'ai fermé les yeux et là, j'ai fait un exercice en fait d'auto-hypnose. Alors j'en fais jamais, je savais même pas que j'étais capable. Une fois, j'ai hypnotisé ma meilleure amie, elle m'a dit que ça avait marché. Mais sinon, je savais pas que j'étais capable de faire ça. Et en fait, j'ai déjà vu une hypnothérapeute, donc j'ai fait beaucoup d'exercices avec elle. Elle les faisait sur moi et ça marchait, donc j'ai fait la même chose. Donc en gros, il suffit de visualiser quelque chose, mais très en profondeur. Et donc là, en gros, je me suis confrontée à la partie battante de mon être. Donc il y avait une Kate en face de moi, qui était la guerrière, vraiment en tenue guerrière et tout. Et je l'ai remerciée. Je lui ai dit merci pour tout ce que tu as fait. Et vraiment, je vous jure que ça a été hyper difficile pour moi parce que c'est la partie que je préférais de mon être. Parce que jusqu'à présent, c'est elle qui m'a amenée à me séparer de mon conjoint, à trouver le travail que je voulais, alors que ça faisait... j'ai enchaîné au moins 10 métiers différents avant de trouver ce que je voulais. Enfin, c'est vraiment la partie déterminée de moi. Mais je me suis dit, il est temps que cette partie-là, elle parte. Parce que maintenant, ma vie, elle est saine. J'ai des nouvelles clés. Et en fait, je suis en capacité de me donner les moyens d'avoir des choses, mais sans que ce soit douloureux et sans que j'ai besoin de me battre en fait. En plus, quand on se bat, on a des cancers du sein. Je me suis dit, je veux plus cette partie battante de mon être. Et donc, je l'ai remerciée, je lui ai dit, je l'ai même offerte au monde et je lui ai dit, va offrir d'autres personnes parce que t'as été incroyable. Et là, à ce moment-là, j'avais peur quand même. Je ressentais une petite partie de moi qui avait peur, qui s'est dit, mais si je suis plus une battante, je suis qui ? Je suis plus rien en fait. Parce que c'est tout moi en fait ça. Et après, je me suis raisonnée en me disant, non Cindy, c'est pas que toi ça. Allez, tu laisses aller. Et donc, j'ai lâché la partie battante, je l'ai envoyée vers d'autres personnes, et là, je me suis retournée, et de l'autre côté, j'avais la Kate, Cindy Kate, qui était flemmarde avec à la bouche un petit, alors non pas un joint, parce que ma copine elle me dit, j'ai cru que tu visualisais un joint. Non, pas du tout, non. Un brin d'herbe, vous savez, comme dans les films, les paysans, ils ont un peu des brins d'herbe dans la bouche. Et en fait, elle rigolait, et elle me disait, vas-y, si tu veux, tu peux m'appeler Cassos, ça me fait trop marrer. Et là, donc moi, j'ai explosé de rire. Et je lui ai dit, vas-y, viens, on fait rien. Viens, on va regarder des séries pendant des heures et vraiment rien glandouiller. Et elle m'a répondu, vas-y, j'attendais que ça, meuf. Et en fait, quand j'ai dit ça à ChatGPT, il m'a dit que c'était hyper puissant comme exercice. Bon, après, vous allez me dire, de toute façon, il valide tout ce qu'on dit, lui. Donc, c'est assez facile de toute manière. Mais en tout cas, j'ai senti un changement radical. Et la preuve, c'est que quelques jours après, je me suis levée un matin, je me suis pas dit qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui, alors que d'habitude je me pose tous les jours cette question. Donc en fait je débute ma journée avec une charge mentale qui est déjà là, imprimée dès les premières secondes de ma journée, mais sans m'en rendre compte. Et là en fait je savais que j'avais rien à faire dans ma journée, je me suis laissée aller à tout ce que j'avais envie de faire à l'instant T. Et la vérité, c'est que j'ai fait plein de trucs. J'ai fait des lessives, j'ai fait la vaisselle, j'ai fait 40 000 trucs. J'ai été plus productive que les journées où je me dis je dois faire ces choses-là et où c'est une contrainte et que je mets sous le tapis et que vraiment je déteste. Là, je suis moins productive. C'est dingue. Donc, j'ai compris qu'en ne faisant rien, on était plus. Elle est un peu bizarre cette phrase, mais je pense que vous avez compris l'idée. Donc voilà, donc vraiment hyper puissant. Bon, ça a duré qu'1 jour, je vous avoue, donc il faut encore retravailler parce que le lendemain j'avais encore la charge mentale. Mais voilà, mon petit Airbnb, je pense que ça va m'aider aussi là-dessus. Donc ça, c'est très chouette. J'avais encore tant de choses à vous dire. Oh, si vous saviez, j'ai créé un site internet, j'ai un projet pro, j'ai plein de trucs, mais la vie c'est ce qu'elle fait. Et donc, si l'émission touche à sa fin maintenant, c'est que c'est pas maintenant que je dois vous annoncer tout ça. Donc, je le garde, vous inquiétez pas, mes petits chéris, je le garde dans ma liste, dans les notes que j'avais écrites dans mon téléphone, parce que c'est hyper important pour moi de vous en parler et que je suis très contente d'avoir eu cet élan créateur. Franchement, j'ai travaillé pendant 15-20 heures là cette semaine, enfin vraiment incroyable mais vrai. Et au moins, la bonne nouvelle, c'est que je partagerai avec vous tout ça quand ça sera opérationnel.
avec un peu de chance peut-être la semaine prochaine, mais si c'est pas la semaine prochaine, c'est pas grave, ça sera là plus tard. Mais en tout cas, je vous en parlerai quand même pour sûr la semaine prochaine, promis. Je vous laisse avec un teasing, c'est assez rare. D'habitude, vous le savez, je vous laisse tout le temps en vous disant, je sais pas de quoi on va parler la semaine prochaine. Donc là, voilà, vous le saurez, c'est un super élan créateur, un super projet que je suis en train de monter, enfin, que des good vibes et des bonnes choses. Je vous laisse faire vos suppositions pendant une semaine, clairement. Moi, je vais aller dîner parce que j'ai la dalle. Pour une fois, j'enregistrais le soir, quasiment à la vraie heure. Je suis à 1 heure près de la diffusion. Vous savez que j'enregistre toujours un jour en avance. Donc là, voilà, on est mardi soir. Je pense bien fort à vous. Si vous n'avez pas mangé, bon appétit. Si vous voyez vos amis, amusez-vous bien. Et sinon, prenez soin de vous. Et je vous aime à la folie. Merci encore de m'écouter aussi régulièrement. Vous êtes vraiment ma bouffée d'oxygène. Allez, bisous à tous!